Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître un invité pour décrypter avec lui son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Personne ne l'avait vu venir et pourtant c'est bien elle qui a occupé l'espace politique cet été. Déplacements, médias, université d'été, en un mois, elle est passée de parfaite inconnue à candidate à Matignon. Mais le président en a décidé autrement. Pour lui, c'est non, malgré son avance aux élections. Depuis et après des atermoiements, Michel Barnier, homme de droite, est sorti du panier. Comment voit-elle cette nomination ? Elle qui semblait confiante en sortant de l'Élysée avec les chefs à plumes de la gauche unie le 23 août dernier. À 37 ans, notre invitée est une haute fonctionnaire qui vient de quitter la mairie de Paris où elle était chargée du budget. Ses références, Jean Jaurès, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, qu'elle échoue à faire nommer marraine de promo à sa sortie de l'ENA en 2013. Ce sera finalement Jean Zay, le jeune ministre du Front populaire de l'Éducation et des Beaux-Arts en 1936, qui est retenu promo Jean Zay comme un clin d'œil à ses nouvelles fonctions, tête de pont, trait d'union entre quatre partis qui n'ont pas toujours été bons larrons. Que va-t-elle devenir ? D'où vient-elle ? Et que pense-t-elle de la situation actuelle ? Bonjour Lucie Castet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Sens Politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Qu'avez-vous ressenti, Lucie Castet, jeudi 5 septembre, lorsque vous avez entendu le nom du nouveau locataire de Matignon, le LR Michel Barnier ? J'ai ressenti beaucoup de colère et de déception. J'ai pensé à ces millions d'électeurs qu'on est allés chercher, souvent un par un, pour qu'ils se déplacent entre les deux tours de l'élection législative, en leur disant qu'il était fondamental d'aller voter, qu'il était fondamental de faire barrage au Rassemblement national. Et donc j'ai pensé à eux, parce qu'ils se sont déplacés. Vous le savez, les taux de participation étaient beaucoup plus élevés qu'aux précédentes élections. Ils ont massivement rejeté le Rassemblement national et son programme. Or là, le président de la République, en choisissant Michel Barnier, il se met de fait dans les mains du Rassemblement national, parce que Michel Barnier a sûrement dû faire des concessions très importantes au président de la République pour pouvoir s'assurer de l'absence de censure, et on parle ici de l'absence de censure de la part du Rassemblement national, et donc j'imagine qu'il a fait des concessions très fortes sur le plan programmatique à l'égard du Rassemblement national, et d'ailleurs c'est assez cohérent avec les positions que Michel Barnier a pu prendre dans les années récentes. Je pense notamment au discours qu'il pouvait tenir pendant la primaire de la droite, où il disait, à titre d'exemple, qu'il voulait supprimer l'aide médicale État, ou il disait qu'il voulait que la France ne soit plus contrainte par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Le nouveau Front populaire a annoncé sa volonté de le censurer avant même qu'il ait pu prononcer un mot. Vous êtes à l'aise avec cette stratégie ? Je suis à l'aise avec cette stratégie, oui. J'ai signé le communiqué de presse qui est sorti hier soir de la part de tous les leaders du nouveau Front populaire. Je suis à l'aise avec cette stratégie car il est intolérable d'observer à quel point le président de la République va à rebours de la logique de nos institutions et balaye l'espoir des Français. Et là, je ne parle pas seulement des Français qui ont voté pour le nouveau Front populaire, je parle des Français aussi qui ont voté pour des élus, pour des députés macronistes, qui souvent ont gagné, pour la moitié d'entre eux, ont gagné grâce à des désistements républicains. Et donc ces gens-là, on leur dit, vous vous êtes déplacés dans les urnes pour faire barrage au Rassemblement national, et désormais, il y a une cohabitation de fait avec le Rassemblement national. Vous avez entendu, Lucie Castet, toutes les critiques aujourd'hui sur le fait que vous ayez refusé aussi l'hypothèse Bernard Cazeneuve, et les commentateurs ou vos opposants politiques qui disent « et maintenant vous avez Michel Barnier », sous-entendu, vous l'avez bien cherché. Est-ce qu'il y a eu des erreurs stratégiques de votre part depuis le début de ces élections ? Personne n'est jamais parfait, je dirais jamais que je ne fais aucune erreur, que je ne commets aucune erreur à titre personnel. Mais là, permettez-moi de vous dire que ce que je vois surtout, c'est qu'on a été beaucoup critiqués de manière totalement injuste sur le fait que nous n'aurions ouvert aucune voie au compromis et au dialogue. Et ça, c'est archi faux. On a passé ma première interview écrite, elle est publiée dans La Tribune dimanche le 28 juillet, donc elle est donnée avant le 28 juillet. Et le titre que retient La Tribune dimanche, c'est « Je ferai des compromis ». C'est en couverture de ce journal. Oui, Lucie Castet. Mais une question Instagram de Christophe, par exemple. Avez-vous conscience d'être manipulé par Jean-Luc Mélenchon, sachant qu'il connaît l'issue ? Et c'est vrai que c'est ce qu'on a retenu, cette phrase qu'il a prononcée à 20h03 au second tour des élections législatives, le programme, rien que le programme, alors que vous n'aviez pas 200 députés. Est-ce que lui a commis une erreur ?
Alors, je suis manipulée par personne, d'une part. D'autre part, il y a Mathilde Panot, qui, comme vous le savez, est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui a signé avec moi et avec les autres présidents de groupe à l'Assemblée nationale un courrier à l'ensemble des parlementaires pour dire nous ferons des compromis, nous irons chercher des accords texte par texte et nous sommes ouverts au dialogue, à la discussion. Ça n'a jamais été relayé. Moi-même, j'ai eu des contacts avec beaucoup de monde pendant l'été, y compris des élus qui ne sont pas du nouveau Front populaire. La seule personne qui a refusé de me parler, dans toutes celles que j'ai contactées, c'est Gabriel Attal. Donc j'espère que l'histoire retiendra de toute cette séquence, passer l'émotion qui est tout à fait justifiée, que ça n'est pas le nouveau Front populaire qui a fait obstacle au compromis et à la discussion, mais que c'est le président de la République qui installe un discours qui n'est pas un reflet de la réalité et qui, en fait, au fond, depuis le début, savait qu'il ne voulait pas nommer quelqu'un issu du nouveau Front populaire, simplement car il n'est pas d'accord avec la politique que l'on propose. Or, il est légitime à le regretter qu'on ne souhaite pas mettre en œuvre, poursuivre la politique qu'il a mise en œuvre, c'est son droit le plus strict. En revanche, ça n'est pas une justification audible pour refuser de demander au nouveau Front populaire de former un gouvernement. Gabriel Attal ne vous a jamais répondu ? Non. La France insoumise et certains députés écologistes comme Sandrine Rousseau ont signé une motion de destitution du président. Êtes-vous favorable, vous, Lucie Castet, à cette procédure ? Moi, j'ai toujours dit que je pensais que ce n'était pas la bonne option, la meilleure option institutionnelle pour mettre fin à la situation. Moi, je pense que la meilleure option, c'est une censure. Et donc, je l'ai toujours signifié. En revanche, je pense qu'il est normal et légitime qu'on se pose la question pendant toute la durée, où ça a duré bien trop longtemps cette histoire, cette mascarade, c'était tout à fait légitime de se poser la question de comment envisager institutionnellement de mettre fin à cette situation. Et j'en profite pour revenir sur votre question précédente où on m'a accusé d'être manipulée par Jean-Luc Mélenchon. En réalité, si c'était une question d'un oui, bien sûr. Oui. Si j'avais vraiment été manipulée par Jean-Luc Mélenchon, j'aurais tout de suite dit « Ah oui, la destitution, quelle bonne idée !» Or, il n'en a pas été le cas et j'ai tout de suite pris mes distances avec cette option que me semblait pas être la meilleure. Est-ce que vous irez à la marche organisée par la France Insoumise contre, je cite, le coup de force d'Emmanuel Macron cet après-midi, samedi 7 septembre ? Alors, je pense qu'il est légitime que les citoyens aient envie de manifester. Il est sain dans une démocratie qu'on puisse aller dans la rue exprimer son opinion dès lors que c'est fait pacifiquement. Moi, j'irai à cette marche uniquement si toutes les composantes du nouveau Front populaire sont réunies lors de cette marche. Et alors, où nous enregistrons cette émission, c'est le vendredi 6 septembre au matin. Le Parti socialiste et le Parti communiste n'ont pas encore confirmé leur venue. Qu'allez-vous faire maintenant, Lucie Castet ? Alors, je vais déjà commencer par me reposer un tout petit peu. Et ensuite, ma volonté, c'est de continuer à servir cet élan qu'on ressent, on est beaucoup à ressentir parmi non seulement les militants de gauche, mais aussi les électeurs. Ça, je pense que c'est très important de le souligner, qui attendent que quelque chose se poursuive. Les gens se sont mobilisés massivement lors des élections législatives, à la fois pour porter le nouveau Front populaire en tête des élections, même si c'est une majorité relative, on l'a toujours reconnu, c'est indéniable, mais aussi pour faire barrage au nouveau Front populaire et là, au Rassemblement national. Là, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est de mettre notre énergie collectivement à continuer à porter cet élan et à travailler pour proposer collectivement un projet de gauche qui permette de rassembler la population de gauche, alors élargir l'électorat de gauche, retourner parler aux gens qui ont arrêté de voter ou qui se sont tournés vers le Rassemblement national pour leur proposer un projet crédible et qui fasse que cet élan ne retombe pas. En clair, vous vous préparez à 2027, Lucie Castet. En clair, je veux mettre toutes mes forces dans un élan collectif. Je suis tout à fait désemparée de voir cette espèce de course aux petits chevaux avec Gabriel Attal qui prépare sa course. Vous n'êtes pas, vous, dans la course des petits chevaux ? Ah, je ne suis pas du tout dans la course des petits chevaux. Parce que l'hebdomadaire Marianne a révélé cette semaine que vous aviez demandé aux 4 partis du NFP, Nouveau Front populaire, 51 000 € de frais de fonctionnement par mois pour vos équipes et vos déplacements et 9 000 € mensuels pour votre rémunération. C'est beaucoup, 9 000 €, Lucie Castet, quand on est de gauche, pour exister toujours politiquement. J'étais absolument sidérée de découvrir cet article de Marianne qui présente les choses de manière totalement mensongère. C'est d'une
d'une malhonnêteté intellectuelle totale. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de cette aventure, les partis politiques du NFP ont demandé si on aurait besoin de moyens pour mener cette campagne, notamment un local, des financements pour les déplacements, pour du matériel informatique et pour rémunérer une équipe autour de moi. Ils nous ont alors proposé un budget pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Ce budget a été discuté avec mon équipe. Ce budget de 51 000 euros ? Oui, alors moi je n'ai pas eu accès aux chiffres précis, mais apparemment c'était ça qui a été discuté. Et ensuite nous avons décidé de ne pas y donner suite parce que c'était pendant les vacances d'été. Beaucoup d'entre nous étaient en congé, dont moi. Et donc on n'a pas donné suite. Donc vous n'avez pas demandé de 9 000 euros par mois ? Je n'ai absolument rien réclamé et je n'ai absolument touché aucun euro de la part des partis. Je profite de cette question pour remercier l'équipe qui a travaillé autour de moi d'arrache-pied et totalement bénévolement pendant leur congé pour m'aider pendant la campagne. Mais en tout cas, vraiment, je suis étonnée du traitement médiatique qui a été fait de cette information qui n'est pas une information... Vous démentez tout ? Oui, je dément tout. Et vous allez faire un droit de réponse ? Ce que je dément pas, c'est qu'on nous a effectivement proposé la constitution d'un budget et nous n'avons pas choisi d'activer cette option-là. Ce budget a été proposé par les partis. Et donc aujourd'hui, comment vous allez vous faire pour vivre puisque vous venez de démissionner de la mairie de Paris ? Je vais chercher un travail. Dans l'administration ? Je sais pas encore, je me laisse toutes les options ouvertes, je sais pas encore. Ils rêvent tous d'aller à Roland-Garros du 27 mai au 9 juin prochain comme ramasseurs de balles. Malheureusement pour eux, ils ne seront que 2 voire 10 sur les 250 venus aujourd'hui à Honfleur pour y disputer les... Ils rêvent tous d'aller à Roland-Garros du 27 mai au 9 juin prochain comme ramasseurs de balles. Malheureusement pour eux, ils ne seront que 2 voire 10 sur les 250 venus aujourd'hui à Honfleur pour y disputer les épreuves de sélection. Les places sont très chères. Aujourd'hui, tous ces jeunes de 12 à 16 ans se sont surpassés pour être les meilleurs pour que leurs rêves se réalisent enfin. Je vais faire le maximum pour réussir, mais on verra. C'est un rêve que tu vas réaliser si tu réussis ? Bah oui, un peu comme tous ceux qui sont là, je pense. C'est votre voix qu'on entend, Lucie Castet, à 15 ans, dans un reportage télévisé de France 3 Normandie en janvier 2002. Ça vous touche, cette archive, on dirait ? Ouais, ça me fait sourire. J'avais pas revu, moi, cette archive-là. Je l'ai revue il y a quelques jours quand elle est sortie par l'INA. Et oui, c'est rigolo de s'entendre à 15 ans. Quel souvenir avez-vous de ce Roland-Garros 2002 ? Vous êtes donc ramasseuse de balles. Un souvenir extraordinaire. Je me souviens, c'était l'année du brevet pour moi. On quitte le collège quelques semaines. C'est extrêmement intense sur le plan physique. C'est aussi extrêmement spectaculaire c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds à Roland-Garros. J'avais jamais eu la chance d'aller à Roland-Garros. J'avais toujours regardé Roland-Garros à la télé avec tennis. Mes parents. Ouais, je jouais au tennis, mais bon, j'avais jamais eu la chance d'aller à Roland-Garros. J'habitais pas à Paris. C'était quelque chose de lointain, très prestigieux et tout ça. Et donc j'avais décidé de m'inscrire. C'était mon prof de tennis qui m'avait dit tu devrais tenter ta chance. Et donc j'y avais été. J'ai un souvenir assez fou de ce moment de sélection très intense où tout le monde, je pensais pas du tout que ça allait marcher, c'était un truc, c'était une grande aventure. Finalement, ça a marché et sur le moment, Roland-Garros, c'était très très dur. Il y a une très forte pression sur les ramasseurs de balles. On est tous très jeunes et on nous met une pression énorme. On n'est parfois pas très bien traités par les joueurs. Par les joueurs et à l'époque par le staff qui était très dur. On était très surveillés, on était évalués tous les jours pour voir sur quel cours on allait pouvoir ramasser. Il y a une hiérarchie très forte entre les ramasseurs de balles. C'est assez dur. L'ambiance, je dirais l'ambiance managériale, comme on dirait aujourd'hui, était assez dure. Quel match avez-vous suivi ? En fait, Je rappelle qu'à l'époque, c'est Serena Williams et Albert Costa qui remportent. Ouais, moi j'avais eu la chance d'être choisie pour apporter la coupe de la finale à Albert Costa. J'avais été très 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 marquée par le poids de la coupe. Une image qu'il faudra retrouver sans doute. Mais elle existe, je l'avais retrouvée moi il y a longtemps sur une vieille cassette vidéo, elle existe, donc c'est rigolo, on me voit porter cette coupe très inquiète de ne pas chanceler sous le poids de cet objet magnifique et donc ouais, j'ai des souvenirs assez grandioses de ce moment-là. Ouest France vous consacre alors un grand article avec photo intitulé « Lucie ramassera les balles à Roland-Garros » et note une application et un mental presque surprenant chez une jeune adolescente. Alors j'ai 2 questions. Quelle adolescente étiez-vous, Lucie Castet ? Et est-ce qu'à cette époque-là, vous pensiez déjà vous engager en politique ? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des fortes convictions politiques. J'avais un cousin dont j'étais très proche, qui a 1 an de plus que moi, qui était mon
mon acolyte de politique. On parlait beaucoup politique. Je me souviens qu'on partait en vacances ensemble quand on était très jeune, une dizaine d'années, et on s'enfermait le soir dans notre chambre, on dormait dans la même chambre et on parlait de programmes politiques, on parlait de politique. Donc j'ai toujours été passionnée par la politique. De gauche ? De gauche, évidemment. Vous êtes d'une famille de gauche ? Je suis d'une famille plutôt de gauche, oui. Oui. Et par ailleurs, j'étais une adolescente, j'ai toujours été très sportive, je faisais beaucoup de sport et j'étais aussi... J'étais très créative au sens où je faisais beaucoup de films, de courts-métrages, j'écrivais des scénarios avec mon frère cette fois. Et cette créativité, en revanche, je l'ai un peu quittée avec le temps, malheureusement. C'est quelque Surtout chose, quand on va à l'ENA ensuite. Oui, c'est vrai que c'est pas très propice à la créativité. Qu'avez-vous appris à l'ENA ? J'ai appris quand même la camaraderie, que j'avais déjà appris avant dans mes études, mais moi je trouve qu'il y avait quand même une bonne ambiance, une ambiance un peu de souder dans l'adversité. C'est pas une période facile, l'ENA. J'ai appris beaucoup pendant mes stages. Je dirais que c'est vraiment les moments les plus formateurs. Le stage en préfecture, moi je me suis retrouvée catapultée à Montauban. La secrétaire générale de la préfecture, qui est en gros la chef des équipes de la préfecture, partait en congé maternité. On m'a demandé de faire son intérim. J'étais très jeune, j'ai découvert la vie d'une préfecture et donc j'étais placée en situation d'être la secrétaire générale par intérim. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Enfin, c'était une mission difficile. Mais j'ai trouvé ça passionnant de découvrir ce que faisait l'État dans un territoire rural comme le Tarn-et-Garonne. Vous n'êtes pas loin d'Albi à ce moment-là. Est-ce que c'est pendant ce stage en préfecture que vous vous penchez sur le parcours de Jean Jaurès et notamment son discours à la jeunesse de 1903 qui, dites-vous, vous inspire beaucoup ? Oui, alors je l'avais découvert avant pendant mes études, mais je pense que effectivement, quand on est près d'Albi, on se rappelle forcément de ce genre de référence. C'est quelque chose qui fait beaucoup écho en moi aujourd'hui parce que je pense que pendant cette élection législative qui s'est achevée il y a maintenant un peu plus de 2 mois, on a vu une mobilisation massive de la jeunesse. Ça me rappelle, moi, mes premières mobilisations en 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive en 2e position au premier tour des élections présidentielles. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier de s'adresser à la jeunesse, quel que soit le moment historique dans lequel on est, et je pense aujourd'hui en particulier. Qu'est-ce que ça a eu sur votre personnalité comme effet d'avoir 2 parents psychanalystes ? On me pose très souvent cette question. Quand j'étais enfant, c'était... tout le monde me disait « tes parents, ils soignent les fous ». C'était à une époque où c'était beaucoup moins courant, la psychanalyse. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient... c'était une autre époque. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont voir un psy. Qu'est-ce que ça a fait chez moi ? Je dirais que ça a forgé à la fois peut-être une forme de lucidité sur mes propres mécanismes internes à l'œuvre, et ensuite une forme de doute permanent, et puis ensuite une forme de sérénité le temps passant. Vous avez vous-même suivi une analyse ? Oui. Dernière question sur votre parcours, Lucie Castet. À la sortie de l'ENA, vous hésitez entre le Quai d'Orsay et le Trésor, les finances publiques, ce qui n'a quand même rien à voir. Pourquoi vous vous tournez vers le Trésor ? Alors, le Trésor, c'est pas les finances publiques. Enfin, il y a une direction spécifique à Bercy qui s'appelle la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP. La Direction Générale du Trésor, c'est la direction qui fait la politique économique de la France. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'économie. Je pense que ça fait partie des matières qui sont très souvent... qui sont trop souvent laissées aux mains de la droite. Je pense que la science économique, qui est tout sauf une science exacte, est un outil formidable pour changer la vie des gens. Quand on la maîtrise, on peut dire plein de choses et on peut participer à mettre en œuvre des politiques publiques qui vont changer la vie des gens. Et ça, c'était une conviction profonde que j'avais. On pourra y revenir si vous voulez. Je pense que c'est vraiment un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et j'ai hésité beaucoup avec le Quai d'Orsay parce que j'ai toujours eu une vie d'aventure et que je trouvais ça super. J'ai moi-même vécu à l'étranger plusieurs années pendant mes études. Et donc, j'avais toujours cette petite chose qui me trottait dans la tête où j'avais envie de retourner à l'aventure. Et donc, c'était ça l'objet de mon hésitation. C'est l'aventure, la diplomatie pour vous ? C'est pas toujours l'aventure et c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. L'idée que Bernard Cazeneuve ou d'autres, Karim Ouamrane ou d'autres, puissent accepter d'être Premier ministre dans ces conditions
pour non pas assurer la stabilité du pays, mais pour assurer la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Eh bien moi je vous le dis, ça ce n'est pas acceptable et nous ne l'accepterons pas et vous ne l'accepterez pas. Et vous ne l'accepterez pas. Car nous ne voulons pas de sa politique. Mais je ne dis pas que tu le feras, Karim. Exactement. Et alors Karim dit qu'il ne le fera pas. Donc nous ne le ferons pas et nous serons soudés. La voix de Clémentine Autain aux universités du Parti socialiste à Blois, dans le Loir-et-Cher, vendredi 30 août. Vous êtes sur scène, vous, Lucie Castet, aux côtés de Léon Desfontaines ou Olivier Faure. Comment vivez-vous cette séquence ? Je rappelle que Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, socialiste, est au premier rang et que Clémentine Autain, venue de la France insoumise, le fait presque huer. En fait, je pense que Clémentine Autain n'avait pas du tout l'intention de faire huer ses personnalités. Moi, je suis un tout petit peu... je suis contrariée du fait qu'il y ait des huées à ce moment-là. Je pense que c'est jamais bien de huer les gens. Ça fait pas partie de ma façon à moi de voir la politique. Mais je pense que c'est un moment aussi un peu de ferveur parmi les militants socialistes. C'est une période difficile au Parti socialiste, c'est un secret pour personne. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. C'est pas... Une question sur Instagram de François à Tours. Quelle légitimité pensiez-vous avoir pour occuper le rôle de Première ministre alors que vous n'aviez jamais été élu ? Alors c'est une question qui revient souvent, donc je ne l'évacue pas d'un revers de main, puisque si elle revient souvent, c'est que les gens se la posent. J'ai la légitimité du fait que j'ai été désignée par les quatre partis qui sont arrivés ensemble en tête à l'élection législative. Je trouve que c'est particulièrement notable car c'est une coalition qui est la seule coalition de partis à s'être présentée en tant que telle, c'est-à-dire en tant que coalition face aux électeurs. Et donc ma légitimité vient de là, du soutien de ces quatre partis. Et ensuite, on peut se poser la question de pourquoi ils m'ont choisi moi. Et je crois qu'ils m'ont choisi moi parce que je porte des combats qui sont centraux pour ces quatre partis de gauche et je m'en réjouis. D'une part, le combat contre le Rassemblement national et d'autre part, le combat en faveur de services publics forts et efficaces en France. Il y a eu plusieurs hypothèses à gauche, si on se replonge un petit peu dans cette période. C'est 15 jours avant que les quatre partis tombent d'accord sur votre nom. Huguette Bello, présidente de la région Réunion, Laurence Tubiana, de la COP21, qui n'ont pas fait consensus. Comment s'est déroulée votre nomination au sein de cette coalition ? Il faudrait poser la question aux personnes qui étaient derrière ces portes closes. Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu un coup de fil d'Olivier Faure le lundi midi. Je suis sur mon vélo, je m'apprête à rejoindre un ami pour déjeuner. Et il m'appelle et il me dit « Je voudrais te consulter sur quelque chose ». Et je me dis « Mais sur quoi donc Olivier Faure veut-il me consulter ?» Il se trouve que j'avais son numéro dans mon téléphone. Donc je vois que c'est son nom qui s'affiche parce que j'avais, un peu moins d'un an auparavant, animé un débat entre tous les chefs des partis de gauche au Festival des idées, qui est un festival politique mais non partisan ou transpartisan qui a lieu tous les ans à la Charité-sur-Loire. Je suis très proche d'un des organisateurs qui s'appelle Christian Paul. Et donc il m'avait proposé d'animer ce débat. Et donc il se trouve que j'ai le numéro d'Olivier Faure dans mon téléphone et quand il sonne, je décroche. Et je lui dis « Oui, bonjour Olivier ». Et il me dit « Je veux te consulter sur quelque chose ». Il commence par me parler de la situation politique française. Donc je lui dis « Bah oui, je lis les journaux ». Je me dis « Mais sur quoi veut-il me consulter ?» Et puis à mesure que la conversation se passe, je commence à voir la chose venir et je suis étonnée. Et donc il finit par me dire « Est-ce que tu serais d'accord pour que je teste ton nom auprès des autres forces politiques ?» Et donc je lui marque tout de même ma surprise. Je lui dis si ça peut te rendre service de proposer mon nom, vas-y. Mais tu ne dis pas que tu m'as parlé parce que moi je veux pouvoir me retourner quand même. À ce moment-là, moi je crois qu'il y a plusieurs personnes sur cette liste. Voilà. Donc vous acceptez d'une certaine manière assez rapidement. J'accepte que mon nom soit testé. Mais j'ai l'impression que l'enjeu là, c'est fluidifier. Mais vous vous sentez capable sans vous faire offense, mais à 37 ans, haute fonctionnaire à la mairie de Paris, on va parler de votre bilan sur le budget, mais vous vous dites tout de suite oui, je suis prête à être Première ministre ? Non, je me dis pas tout de suite oui. Enfin, je vous dis, la discussion qu'on a, c'est... moi, je pense qu'à ce moment-là, quand il m'appelle, je me dis, il cherche à fluidifier les discussions, à proposer des noms, etc. Donc, je n'ai pas en tête directement... Et après, je lui dis, mais si cette hypothèse doit avancer, bien sûr qu'il faut qu'on se reparle...
Voilà. Et en fait, tout est allé très vite ensuite, parce que ce que je comprends, c'est que les Insoumis ont donné un accord assez rapide. Mais ça, moi, je savais pas. Enfin, en fait, j'ai appris qu'ils se mettaient d'accord sur mon nom très peu de temps avant que ce soit annoncé. Et donc, en réalité, j'ai pas eu beaucoup de temps, moi, pour y réfléchir et pour donner une réponse formelle. Et puis alors ensuite, vous faites tous ces déplacements pendant l'été, notamment à l'usine Duralex. Certains ont moqué cette stratégie en disant que vous croyiez déjà Première ministre. Vous faites même vous avez un article dans Paris Match au sein duquel vous dites que vous êtes homosexuel. Vous avez fait tous les passages obligés de la médiatisation politique en un mois. Est-ce que vous avez eu du média training? Est-ce que ça s'est fait de manière spontanée? Comment êtes-vous entré dans les petits souliers de la candidate parfaite à Matignon à gauche? Alors, candidate parfaite, déjà, je prétends... En tout cas, vous êtes la seule qui avait réussi à mettre d'accord ces 4 partis. Alors, beaucoup de gens pensent que le jour qui a suivi l'annonce de mon nom, j'avais des communicants, des éléments de langage qui s'empilaient sur mon bureau et des conseillers politiques dans mon appartement. Il n'en est rien. Hein. Enfin, les partis n'ont pas été... c'est pas ce qui s'est passé. Les partis n'ont pas fourni des gens en particulier. J'ai jamais reçu un seul élément de langage, comme on dit, de la part des partis avant des interviews, avant des sorties médias. Moi, j'ai eu des gens autour de moi qui se sont rassemblés parce que ce sont des amis, parce que ce sont des camarades, parce que ce sont des copains avec lesquels j'ai travaillé dans le passé. Soit dans ma sphère professionnelle, soit dans le collectif Nos Services Publics. Vous étiez prête en un sens, Lucie Castet? Je dirais pas que j'étais prête. Personne n'est prêt à ça. C'est une tâche immense. C'est vertigineux. En fait, on apprend à mesure que le temps passe. C'est une tâche qui est difficile. Je pense que ça s'est bien passé, en réalité, parce que j'ai été tout de suite indépendante des partis. Ils m'ont laissé beaucoup de place. Ils m'ont laissé de la légitimité. Ils m'ont traité d'égal à égal. Et donc ça m'a donné de la place et de la sérénité. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Et nous sommes toujours en compagnie de Lucie Castet, l'ex-représentante, ou peut-être toujours, vous allez nous dire, pour Matignon, du nouveau Front populaire. Lucie Castet, en 2020, vous êtes recrutée par Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour devenir conseillère sur le budget à la mairie de Paris. En octobre 2023, vous devenez la directrice des finances et des achats de la ville de Paris, gérant un budget de 11,3 milliards d'euros. Et là, on a beaucoup de réactions, notamment de la droite parisienne, qui critiquent la gestion des finances de la ville de Paris. Et on a eu aussi beaucoup de questions sur Instagram, comme par exemple Mick, qui nous dit « Est-il vrai que vous avez ruiné la ville de Paris ?» Alors, déjà, la ville de Paris n'est pas ruinée. C'est vrai que depuis que Anne Hidalgo a pris ses fonctions, il y a quand même 4 milliards de dettes en plus. Ouais, oui, quand on regarde... donc souvent, c'est la droite parisienne qui dit ça. Quand on regarde les séquences gouvernementales successives, on voit que c'est à chaque fois la droite, quand elle est au pouvoir à l'État, qui creuse le plus le déficit et augmente le plus la dette. Donc, ceci étant dit... Là, vous parlez d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire ? Oui, d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, mais aussi de Nicolas Sarkozy et de ses gouvernements successifs. Ceci étant dit, je pense qu'il est extrêmement important de rappeler que la ville de Paris s'endette, contrairement à l'État, uniquement pour financer des projets d'investissement. La maire de Paris, c'est indéniable, a financé massivement des investissements en faveur de la transition écologique. On parle évidemment des pistes cyclables et de la végétalisation, mais aussi de l'isolation des bâtiments publics et du logement social. On a investi massivement dans le logement social, etc. Donc je pense que l'endettement, ça sert précisément à ça. Ça sert à préparer l'avenir. Et donc la ville de Paris n'a pas à rougir de cette stratégie. Ensuite, il faut remettre les choses en perspective et il faut comprendre comment fonctionne une collectivité. Le rôle d'une direction des finances dans une collectivité, c'est d'accompagner les choix politiques qui sont faits par l'exécutif. Et donc, c'est précisément ce que j'ai fait pendant mes fonctions de directrice des finances. C'est accompagner ces choix-là et permettre de les financer. C'est-à-dire, par exemple, émettre des obligations sur les marchés financiers, s'endetter à des taux extrêmement raisonnables. Je rappelle que la ville de Paris est la collectivité la mieux notée par les agences de notation. Et donc, elle s'endette dans des conditions très favorables. Une question d'Edouard, justement, à Paris. Quels sont vos rapports avec Anne Hidalgo ? Ils sont très bons. Est-ce que vous soutenez son idée de réduire à 50 km/h la vitesse sur le périphérique parisien ?
Je n'ai pas réfléchi à cette question particulièrement. Je pense qu'il est extrêmement important de lutter contre les accidents de la route qui sont nombreux, que par ailleurs, quand on roule moins vite, on pollue moins. Et donc, je pense que c'est un sujet intéressant, mais il faudrait que je m'y penche plus sérieusement pour avoir une réponse définitive. Encore une question sur Instagram de Samuel dans l'Essonne. Doit-on rembourser la dette de l'État, Lucie Castet ? Alors, la dette de l'État, elle est remboursée au fur et à mesure. Donc, elle se rembourse. La dette, on dit que la dette, elle roule. L'État rembourse chaque année les tombées de dette. Donc oui, l'État doit rembourser sa dette. Parce que vous avez déclaré dans la Tribune dimanche le 28 juillet, le nouveau Front populaire n'a pas pour objectif premier de respecter le pacte de stabilité et de croissance. Alors, donc les 3% de déficit. Je vais répondre de manière, si vous voulez bien, complète et un peu séquencée. Oui, l'État doit rembourser sa dette, c'est une question de crédibilité sur les marchés. L'État français doit s'inscrire dans le cadre des institutions européennes et donc respecter le pacte de stabilité et de croissance. Ça veut dire que là, par exemple, on a plusieurs années pour proposer une trajectoire de rétablissement des finances publiques. Je rappelle que cette procédure de déficit excessif, ça s'appelle comme ça, a été ouverte du fait de la politique économique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc pour vous, il faut respecter les 3% des critères de Maastricht ? Je complète, pardon. Donc je pense qu'on ne peut pas s'abstraire de ce cadre-là. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réouvrir des discussions avec nos partenaires européens pour que ce pacte de stabilité et de croissance, qui a déjà été légèrement révisé il y a quelques mois, ne soit pas encore complété. Par exemple, tout le monde s'accorde à dire que c'est un pacte qui ne permet pas suffisamment de financer les investissements nécessaires à la transition écologique. Et donc ce que je dis, moi, c'est on ne peut pas s'abstraire des contraintes financières. D'ailleurs, la gauche ne s'abstrait jamais des contraintes financières. Les collectivités de gauche, je me permets de le mentionner, sont souvent les mieux gérés. Et les gouvernements successifs de gauche ne sont pas ceux qui ont été les plus dispendieux sur les finances publiques. Donc ça, c'est important de le noter. Et je m'étonne à cet égard qu'il y ait une sorte de présomption de crédibilité en matière de politique économique et de finances publiques pour la droite, alors que c'est précisément la droite qui est la plus dispendieuse sur les finances publiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en question le cadre et que ça, on ne peut pas en discuter avec nos partenaires européens. Au contraire, je trouve que c'est un sujet extrêmement important qui doit faire l'objet de discussion. Dans ce même entretien à la Tribune dimanche, vous disiez on va faire 150 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires d'ici 2027 pour financer notre programme et réduire le déficit public. Et on a cette question de Terrence, toujours à Paris, le nouveau Front populaire et son programme économique est-il réaliste sans impôts punitifs ? Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que Terrence a en tête quand il parle d'impôts punitifs. Moi, en tout cas, ce que j'ai en tête, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réforme fiscale, est-ce que c'est celle de Jean-Marc Ayrault, donc passée à 14 tranches ? En gros, qui serait concerné par les hausses d'impôts que vous préconisez dans ce programme et pour financer quoi, si vous arrivez à le dire en quelques mots. Voilà, Lucie Castet, on a du temps, mais... mais vous ne voulez pas que je m'égare sur ce sujet. Bon, non, je trouve que c'est très important. Ouais, c'est très important. Déjà, ce qu'on a toujours dit, et ça, c'est aussi un signe de notre crédibilité et notre sérieux, et je pense qu'il faut quand même en prendre acte. On a toujours dit, tout dépend du budget qu'on arrivera à faire voter si jamais on arrivait au pouvoir, si Emmanuel Macron nous désignait pour former un gouvernement. On a toujours dit... On ne financera, on aura des dépenses supplémentaires que si elles sont financées par des recettes supplémentaires. Donc là, c'est important de dire ça. On ne financera pas nos mesures supplémentaires par un nouveau déficit. Donc il y a des impôts. Ça, c'est important de le dire. Il y aura des impôts. Pour qui ? Contre qui ? Il existe aujourd'hui dans notre système fiscal des anomalies et des injustices flagrantes. Par exemple... On sait que les revenus du capital sont beaucoup moins taxés que les revenus du travail. Ce qui fait que les gens qui vivent principalement de leurs revenus du travail, donc les gens qui ont un salaire, donc la plupart de la population, sont proportionnellement taxés davantage que les gens qui vivent de revenus du capital. Donc ça, par exemple, c'est une injustice. C'est-à-dire que les classes moyennes... Mais très concrètement, Lucie Castet, vous taxez qui ? Les entreprises, les grandes entreprises, les hauts revenus, à partir de quel niveau ? C'est pas très clair, ça. J'essaie de développer ma pensée, mais... donc concrètement, ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est qu'on va faire évoluer plein de formes d'imposition. Sur l'impôt sur le revenu, vous en avez parlé, on propose de créer davantage de tranches pour que le système d'imposition soit plus progressif. Et là, on a dit qu'on calibrerait cette évolution des tranches de manière à ce que 9 ménages sur 10
ne payent pas davantage d'impôts. Et comme on entend tout de même que cette réforme apporte des recettes, ça veut dire que l'effort se pèsera sur la dernière tranche, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus aisées, qui sont les plus riches. À hauteur de combien de pourcents ? Ça, je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore calibré. C'est des discussions. Précisément, nous, on respecte le Parlement. Et donc, ce qu'on proposait, c'était de dire on va faire 14 tranches. Et ça, on discutera des modalités au Parlement. Mais c'est vrai que vous pouvez comprendre que les milieux économiques soient inquiets si vous ne leur dites pas à combien ils seront taxés. Alors là, on ne parle pas des milieux économiques, on parle des ménages, on parle de l'impôt sur le revenu. Alors, les plus revenus, en tout cas. Enfin, est-ce que vous pouvez leur... Ensuite, pourquoi vous ne leur dites pas... Mais parce que précisément, ces choses-là doivent être encore calées au Parlement. Je pense qu'il est extrêmement important de considérer que les députés et que les sénateurs ont leur mot à dire et leur pierre à apporter dans la création d'un consensus. Et on a des objectifs politiques qui sont très clairs et ensuite les curseurs doivent être discutés au Parlement. Mais je prends d'autres exemples. On nous a dit, oui, la gauche veut matraquer, c'est du matraquage fiscal, etc. Quand j'ai eu des discussions cet été avec des députés Lyotte, on a eu des discussions très intéressantes, par exemple sur la proposition de loi qui avait été déposée par Lyotte sur la taxe sur les transactions financières. Eux, ils proposent de la renforcer. Quand on regarde les contours, ça dépend en fonction des types de propositions, mais on peut arriver jusqu'à 9 milliards d'euros supplémentaires. Là, je vous donne un chiffre, vous m'en demandez, je vous en donne un. 9 milliards d'euros supplémentaires. 9 milliards, c'est pas du tout... Par an. C'est pas du tout anodin, 9 milliards. C'est quelque chose que vous pourriez déposer au Parlement. C'est quelque chose qu'on pourrait déposer au Parlement en accord avec Lyotte. Et ça montre, encore une fois, qu'on est prêt à avoir des discussions et qu'on n'est pas les seuls à dire que l'outil fiscal doit être utilisé. Je pense même que la Commission européenne, dans le cadre de la procédure de déficit excessif dont on parlait tout à l'heure, sera satisfaite de voir que la France est prête à activer le levier fiscal, et y compris les marchés financiers. Quand le président de la République a annoncé des baisses drastiques d'impôts, je rappelle que Emmanuel Macron a privé les finances publiques de 40 à 50 milliards d'euros par an, ces marchés financiers s'inquiètent parce qu'ils s'inquiètent. Priver l'État et la puissance publique de recettes fiscales, ça veut dire rendre notre dette plus difficile à rembourser. Et donc, y compris les marchés financiers s'inquiètent de ça. Ce que cherchent les marchés financiers, c'est de la stabilité. Et nous, on est capable de proposer de la stabilité en disant, voilà ce que l'on propose en réforme fiscale. Ce sont des réformes fiscales qui s'attaqueront, qui pèseront sur les plus riches, à la fois les plus grosses entreprises qui ont les moyens de payer ces impôts-là, et aussi pour les ménages les plus riches. Une dernière question programmatique, attention, elle est longue. Elle nous est parvenue d'Éric, qui nous a écrit sur la boîte mail de Sens Politique, et je l'en remercie. Dans le programme du nouveau Front Populaire, il est prévu d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 10%. Je suis un peu surpris de cette proposition qui me semble aller à l'encontre de l'objectif d'aider en priorité les plus défavorisés. Et il donne un exemple. Pour un fonctionnaire dont le traitement de base est de 1 500 €, l'augmentation serait de 150 €. Alors que pour un fonctionnaire dont le traitement est de 3 000 €, l'augmentation serait de 300 €. Le gain en valeur absolue de pouvoir d'achat serait donc le double. Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'attribuer à chaque fonctionnaire un supplément identique de points d'indice, ce qui offrirait le même gain de pouvoir d'achat à tous et permettrait, à coût global égal, d'accorder un peu plus aux fonctionnaires situés en bas d'échelle et en particulier aux fonctionnaires débutants? Alors vous, Lucie Castequiette, haute fonctionnaire et spécialiste des finances publiques, je suis sûre que vous avez la réponse pour Éric. Alors, c'est une question qui est très intéressante et je remercie Éric de l'avoir posée. Toutes ces questions se posent dans les discussions programmatiques que le NFP a menées. Et d'ailleurs, on est toujours en train de réfléchir à l'approfondissement du programme. Enfin, ça, c'est écrit noir sur blanc sur le programme pour lequel les électeurs ont voté. Augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1 600 € et par la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires. J'ajoute que vous compensez par les collectivités territoriales. Que vous compensez pour les collectivités territoriales. Oui, tout à fait, parce que les collectivités territoriales, comme vous savez, emploient énormément de fonctionnaires. Et là, récemment, il y a eu des augmentations, notamment dans le cadre du Ségur, de la santé. Et il y a des augmentations qui ont été décidées unilatéralement par l'État, sans discussion et sans concertation avec les collectivités. Et ça pèse énormément sur le budget des collectivités. Alors, la réponse à Éric. La réponse à Éric. Donc, on a, oui, effectivement, décidé d'augmenter de 10% le point d'indice. Ça, c'est d'abord une mesure de rattrapage. On sait que la rémunération des fonctionnaires a totalement décroché depuis plusieurs années, là où les salaires dans le privé augmentent, insuffisamment, mais augmentent quand même. Le salaire des fonctionnaires baisse, enfin, la rémunération des fonctionnaires, puisqu'il ne s'agit pas de salaire, mais le traitement des fonctionnaires baisse. C'est-à-dire que, compte tenu de l'inflation, le pouvoir d'achat des fonctionnaires diminue.
Donc vous êtes à l'aise, vous, avec cette idée de faire d'un coup On est à l'aise avec se- le fait qu'il faut augmenter de Pour 10% tout le monde. le point d'indice des fonctionnaires. Ensuite, ce qu'on a dit, je l'ai dit par exemple lors de notre conférence de presse, lors de la rentrée scolaire lundi à la Courneuve, on a dit qu'il serait nécessaire pour des professions qui sont particulièrement dévalorisées, comme les enseignants, qu'il faudrait des coups de pouce supplémentaires et des rémunérations, une augmentation des rémunérations plus ciblées pour les professions qui sont dont les rémunérations sont particulièrement faibles au regard de ce qu'elles fournissent comme travail. Et ça, vous le financez avec les hauts impôts. Sens politique, l'archive de l'invité. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%, Arlette Laguillet, 6,4%, Jean-Pierre Chevènement, 5,3%, Noël Mamère, 4,9%, Olivier Besancenot, 4,7%, Jean Saint-Josse, 4,6%, Robert Hue, 3,6%, Alain Madelin, 3,5%, Bruno Maigret, 2,5% des voix, Christiane Taubira, 1,7%, Corinne Lepage, 1,6%, Christine Boutin, 1,1%, Daniel Gluckstein, 0,5%. Énorme surprise, donc Jean-Marie Le Pen serait au second tour. Le 21 avril 2002, sur France 2, David Pujadas annonce les résultats du premier tour de la présidentielle. Vous êtes où, Lucie Castet, à ce moment précis? Vous avez 15 ans, est-ce que vous vous en souvenez? Je suis chez mes parents sur le canapé et l'archive que vous repassez là, même si je l'ai réentendu depuis... C'est votre choix. Oui, tout à fait. Provoque encore de l'émotion chez moi. Hein, c'est un séisme. Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours été baignée dans la politique et j'ai toujours été très intéressée par la politique. Mais là, je pense que ça marque une forme de tournant pour moi, mais pas seulement pour moi, pour tous les gens de ma génération. C'est un séisme. Et ça nous apparaît à ce moment-là comme une forme d'anomalie de l'histoire. Et malheureusement, avec le recul, on se rend compte encore plus aujourd'hui, au moment où on se parle précisément pour cette émission, ça n'est plus une anomalie. Pourtant, le Front républicain a fonctionné. Vous voulez dire là, aux dernières législatives? Comme en 2002. Oui, le Front républicain a fonctionné, mais n'empêche que le RN, donc à l'époque le FN, est un acteur politique de premier plan. Moi, en 2015, je vais dans la rue pour manifester et je me dis, c'est une fois et c'est la dernière fois. La France, c'est pas ça. Et donc, ça a forgé une forme d'engagement politique chez moi encore plus... disons, avant, j'avais toujours eu des convictions, mais là, ça a forgé, ça m'a mise dans la rue et ça a forgé la conviction qu'il fallait être mobilisé. Par ailleurs, je réécoutais les résultats qui sont égrenés. C'est la gauche divisée. C'est la gauche divisée et c'est extrêmement important qu'on s'en rappelle. Ça fait écho aujourd'hui à mes réflexions sur le fait que la gauche est plus forte quand elle est unie. Et à ce moment-là, aussi quelque chose qui est important. Alors sur le moment, je m'en rends pas compte. On est en 2002, j'ai pas beaucoup de recul politique. Je suis jeune, je suis très jeune. Mais avec le recul de l'analyse, je me dis. Jospin, il dit oui, je suis socialiste, mais mon programme n'est pas socialiste. Et il a un discours qui est beaucoup en contre. Et là, moi, je me dis, c'est fondamental aujourd'hui plus que jamais. Ça l'aurait été aussi en 2002, d'avoir un discours en pour, de proposer quelque chose aux électeurs, parce qu'on a beaucoup de choses à leur proposer. Et c'est ce que vous allez faire, Lucie Castet. Merci d'avoir été notre invitée dans Sens Politique. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci à Lucas Liberati qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation comme chaque semaine, Luc-Jean Reynaud, à la technique Marie-Claire Oumabadi, à la vidéo Vincent Ronet. À samedi prochain, bel après-midi sur France Culture.